C'est parti pour quelques minutes d'entretien sur Télénews à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Vous allez vous habituer. Nous sommes de plein pied ici sur Télénews. Merci pour ces belles images que vous suivez à la maison avec Derrick Loukeba, le maestro. Télénews, chaque jour nous faisons des efforts pour nous améliorer la qualité de son, la qualité des images, mais aussi je tiens beaucoup sur la qualité du contenu. C'est comme ça que je suis de retour pour récupérer les tempos, vous présenter des émissions qui vont vous couper le souffle, des analyses impartiales, mais aussi des communications politiques, des acteurs politiques qui viendront prendre position sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, où va le pays, comment Maman Judith Suminwa Tuluka, la première ministre, est en train de gérer son gouvernement, mais aussi la situation de province. En tout cas, vous ne pouvez pas parler du développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, mais oublier comment est gérée le province de notre pays. Nous allons partir de quelques cas, Kinshasa, Grand Katanga, l'ensemble du Grand Katanga, le Kivu dans son ensemble, mais nous allons nous attarder sur la gestion de la province du Sud Kivu depuis plusieurs années. Beaucoup de mes compatriotes ressortissants du Sud Kivu disent, sans la peur d'être contredits, qu'il y a un clan qui a pris en otage toute une province. La province du Sud Kivu, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est en tout cas la province la plus riche en termes d'or. Partout dans le Sud Kivu, il y a de l'or. Même quand vous creusez les toilettes, quelqu'un m'a fait la révélation hier, vous pouvez tomber sur des lingots d'or, si de l'or, excusez-moi, et c'est là, des gens se sont décidés de prendre en otage cette province. Cet étiquetage de mauvais goût sur nos compatriotes de l'Est, lorsque ils prennent des fonctions, les caricatures d'être rwandais, surtout que certains d'entre eux portent des noms avec des R, avec un accent un peu déformé, et à chaque fois, on les caricature de rwandais. Je vous citerai les cas de quelques personnalités bien placées de la République qu'on a caricaturé de Rwandais. Il y a d'abord la première dame. Elle a été victime comme ça plus d'une fois des mauvaises caricatures de certains Congolais mal intentionnés qui disent qu'elle est rwandaise. Il y a aussi le directeur de cabinet du chef de l'État qui est du Sud Kivu. Lui aussi a été victime. Mais lorsque ces compatriotes du Sud Kivu prennent des armes pour défendre l'intégrité territoriale, lorsqu'ils meurent, ils cessent d'être rwandais, ils deviennent des vrais Congolais. Lorsqu'il y a des morts, parmi nos compatriotes de l'Est, on parle des victimes congolaises. Mais il suffit que l'on prenne les mêmes Congolais qui sont élevés ici à Kinshasa, ils deviennent des Rwandais. D'où est venue cette histoire, cette diabolisation de mauvais goût? Nous allons analyser et peut-être décourager ces mauvaises considérations qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo est-il l'homme de la situation? Est-ce qu'il agit à la même hauteur que Paul Kagame ou les éléments du M23? Kofi Olomide a eu quelques ennuis pour avoir déclaré tout simplement que nous sommes tapés, nous sommes giflés et nous ne réagissons pas. Beaucoup ont apprécié le propos de Kofi Olomide. Certains ont dit que Kofi a raison de déclarer que nous sommes tapés, giflés, mais nous ne réagissons pas. Mais beaucoup d'autres personnes pensent que Kofi s'est largement trompé. C'est le cas de notre invité qui est à sa première participation sur Télénews. Il s'agit de M. Akilimani Kake Boulindi, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous ceux-là qui auront l'occasion de suivre cette émission en ligne ou dans leur coin, à l'heure qu'ils vont suivre. Très bien. Je rappelle que vous êtes politologue de formation. Ici, nous tenons beaucoup sur le parcours des invités. Je tiens à les rappeler, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais nous rappelons souvent les
les parcours des gens, ce qu'ils ont été, les parcours académiques, pour que l'on ne dise pas que nous prenons n'importe qui et nous les amenons sur le plateau de télévision pour analyser la situation de l'Est ou les actualités politiques. Donc vous êtes politologue de formation, vous êtes ressortissant de la province du Sud Kivu, vous êtes d'ailleurs l'un des notables montants de cette province. Nous allons analyser avec vous la situation de l'Est. Vous avez vécu les différentes étapes, péripéties de l'agression de l'Est. Vous êtes né et vous avez grandi dans ce bruit de bottes, de bruit des armes. Et à ce titre, vous êtes en même temps scientifique, mais vous constituez un témoignage pour ce que vous avez vécu par rapport à la guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va y revenir sur la situation de l'Est, mais aussi, comme je l'ai dit, sur la gestion de la province du Sud Kivu, qui semble visiblement être prise en otage par un clan non seulement familial, mais aussi politique, qui ont pris en otage cette province. Nous allons voir si elle essaie de développer ou elle est en train de s'enfoncer dans le trou. Madame, Messieurs, nous allons partir pour quelques minutes d'entretien avec notre invité, Monsieur Akilimani Kake Boulindi. Ouais, vous m'avez dit que vous n'avez pas de prénom, malheureusement. Oui, j'ai refusé d'avoir des noms étrangers. Je vais rester dans mon identité, dans mon appellation 100% congolais. Très bien. Alors, on va aller dans les vifs du sujet. Vous avez suivi Koffi Olomide? Oui, je l'ai suivi avec beaucoup de désolation. Désolation? Oui, avec beaucoup de désolation. Et je me suis rendu compte que Koffi Olomide avait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et quand vous parlez des choses à 2000 km de la République, toutes les informations que vous les avez sur WhatsApp, sur TikTok, vous risquez d'avoir de mauvaises informations. Et au leadership de Koffi Olomide, quand vous donnez les informations, il faut par moment se rassurer si ces informations sont vraies, au risque de ne pas désorienter toute une... On peut vous rappeler quelques-uns de ces propos, par exemple? Oui, je peux le dire. Nous sommes giflés, nous sommes tapés, on ne réagit pas. Mais oui, mais j'aurais... Et donc, il n'y a pas de guerre. J'aurais souhaité... Il n'y a pas de guerre, selon Koffi Olomide. J'aurais souhaité qu'il aille au Rwanda parce qu'il s'y connaît quand même là-bas. Il a fait beaucoup de sorties, de concerts, même par moment pendant la campagne de Kagame. Il peut aller au Rwanda et poser la même question. Je pense qu'on peut lui répondre d'autres choses. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de Rwandais qui ont laissé leur peau au Congo, sur notre sol. Parce que nos voyants militaires se sont bâtis pour défendre l'intégrité territoriale et ils sont tombés au front. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes en réalité, en face d'une guerre qui date depuis 1996. Koffi a dit qu'il n'y a pas de guerre. Oui, mais ça, c'est lui. Il n'y a pas de guerre contre le Rwanda. Contre le Rwanda. Donc, on n'a pas une guerre dans les limites des frontières du Rwanda. Mais la guerre se trouve au Congo. La guerre se trouve au Congo. Parce que ce qu'on attendait du chef de l'État, c'est déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais au niveau où, je vous donne un exemple. Ouais. Vous avez un voleur qui entre dans votre maison. Vous êtes en train de vous battre pour le bouter dehors. Vous dites que vous ne vous battez pas. Et là, vous dites que vous ne vous battez pas parce qu'il est dans votre salon. Vous êtes en train de le pousser dehors avec les enfants. Vous vous battez, il y a de blessés, il y a de morts. Mais on dit que comme c'est dans votre maison, on considère qu'il n'y a pas de guerre. Alors qu'il y a de morts, il y a de blessés. Mais ce n'est pas normal. Qui ignore que maintenant là, que nous sommes en train de parler ici, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Et c'est là qui se sont donné les lix de dépasser les limites de notre frontière, sont en train d'être enterrés et d'autres mourir. Ah, vous voulez dire que les Rwandais aussi meurent beaucoup au front? Mais il n'y a pas plus que Rwandais qui sont en train de tomber sur le front. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que notre guerre au Congo, ce n'est pas une guerre du Congo seulement avec le Rwanda. On peut même arriver à compter 16 pays ou 17 pays qui se relient derrière le Rwanda pour attaquer le Congo. Et il y a des militaires qui viennent de partout pour venir renforcer le rang des rebelles. Mais passant par l'identité rwandaise. Et c'est ce qui constitue un problème. Donc, vous pensez, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on traverse 1 mètre du Rwanda, on a résolu le problème. Mais dans notre état, la France soutient.
l'Union européenne soutient, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays, j'en passe, qui sont en train aussi de soutenir cette guerre. Sans parler de certains lobbies, des gens qui se retrouvent dans les pillages des ressources minières au Congo. Ces gens-là sont en train de se... C'est pas pour rien que vous voyez les chefs de l'État bouger, aller parler. Parce que cette guerre se gagne diplomatiquement et sur terrain. Je vous donne un exemple, monsieur le journaliste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je le dis souvent, je ne le prends pas de fond de mon cœur, je l'avale d'ailleurs difficilement, que Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est un héros. Pour vous, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est pas un héros? J'ai dit, j'avale ça difficilement. Ah, vous n'acceptez pas ça facilement? Je n'accepte pas ça facilement parce que, bon, la République a accepté ça comme ça, je suis parmi les gens qui se permettent d'accepter ça. Mais si quelles sont les raisons qui vous poussent? Si ça dépendait de moi-même, je vais vous expliquer. Ouais. Et si ça dépendait de moi-même, je ne parlerai pas de ça. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a chassé les Rwandais ici. Les Rwandais ici à Kinshasa. Ouais. Mais une année après, c'était 70% de la République démocratique du Congo qui était occupée par les Rwandais et les Ougandais. Je ne sais pas si vous le savez. Rappelez-vous du RCD, rappelez-vous du MLC et autres. C'était une année après. Mais depuis que le M23 est entré, c'est que les gens ne savent pas. Ils sont... Excusez-moi, finissons la parenthèse sur Laurent Désiré Kabila. Je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver. Depuis que le M23 est en train de menacer le Congo, ils sont à 3 territoires. Lesquels? Sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ça signifie qu'il y a une résistance. Ils sont à Masisi, oui, ils sont à Nyiragongo, ils sont à Rutshuru. 3 territoires. Ils cherchent à progresser maintenant vers Butembo. Donc, maintenant, et ça fait plus d'une année. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Et comment vous estimez qu'il n'y a pas guerre, qu'il n'y a pas résistance? Donc nous sommes en train de nous battre avec plus de 14 pays sur la planète Terre et ils cherchent à entrer. Bon, moi j'ai connu la guerre de Moutebousse, ils ont fait 2 semaines pour quitter Goma jusqu'à Bukavu avec Kunda. 2 semaines. Mais nous sommes à 2 ans. Les agresseurs ne savent pas avancer. Mais aussi, vous ne savez pas récupérer les territoires conquis. Oui, je vous dis que vous avez vu dernièrement, il y a 50 camions de militaires qui sont entrés. Il y a eu des missiles sol-sol. Vous avez déjà vu dans ces pays un rebelle qui abat un avion ou le drone. Dans ces pays. Bon, quand vous dites que vous ne battez pas, les Ouazalendo... Mais à l'époque, on a vu le RCD abattre un avion vers Kindu, à l'époque. Oui, mais ça c'était un avion civil. Rappelez-vous de l'histoire. Ça c'était un avion civil. Ce n'était pas un avion militaire. Donc quand vous dites que nous ne sommes pas en guerre devant les Ouazalendo, ils entendent quoi de vous? Quand vous dites que le Congo ne se bat pas, je vais vous dire que nous qui avons vécu le mandat de 18 ans patriotique, nous, on voyait des militaires ici qui étaient en train de porter des tennis avec des morceaux de tennis en jean sur les tennis militaires. Aujourd'hui, si vous allez à Goma, vous verrez la nature des militaires que nous avons. Très bien habillés, très bien équipés. Ils vont au front, certainement. Une chose que les gens oublient, nous avons hérité une armée infiltrée jusqu'au cou. Et le président de la République se bat pour essayer un peu de nettoyer cette armée. Et ça ne finira pas dans une année. Ça ne finira pas dans une année. Sinon, les autres vont vous dire qu'on est en train de chasser telle ethnie ou telle ethnie. Avec le mixage et le brassage que nous avons eu dans les règnes de 18 ans, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il faut reconstruire une armée purement congolaise. Parce qu'on avait une armée, je vais vous dire une chose. Cette armée, dans ces pays, on a connu une guerre qui a fait entrer 14 pays ici. 14 pays. Je parle de 14 pays. On a retrouvé les Tchadiens, on a retrouvé les Angolais, on a retrouvé les Zambiens, les Zimbabwéens. On a trouvé les Zambiens, on a trouvé les Ougandais, on a trouvé les Rwandais, ils étaient même là, tout ça. 14 pays dans un pays comme ça. Et si vous essayez un peu de regarder certaines responsabilités de ces personnes, ils sont restés au pays pour certains. Et vous vous retrouvez président avec une situation comme ça. Un logisticien de l'armée, il est d'un pays étranger et d'autres comme ça. Dans cette situation-là, vous êtes agressé par un pays qui a plusieurs complices, qui a beaucoup d'officiers supérieurs et qui sont même au commandement dans ce pays. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas à ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre les efforts du chef de l'État? Nous étions dans l'embargo de l'armée. Le chef de l'État fait tout pour nous faire sortir dans cet embargo, mais il y a des gens qui refusent de voir.
Peut-être il y a une autre réflexion à laquelle vous devez peut-être apporter des réponses, Monsieur Kake Bulundi, à Kilimani. Oui, vous êtes dans la rhétorique de vous plaindre. Nous ne sommes pas dans vous de l'Union sacrée, vous qui soutenez... Laissez-moi finir. Vous qui soutenez le président de la République. Oui. Ne saviez-vous pas que cette armée était infiltrée avant de prendre le pouvoir? Ne saviez-vous pas qu'il y a eu tout ça avant de prendre le pouvoir? Ne saviez-vous pas que le Rwanda avait le soutien au niveau international? Ne saviez-vous pas... Vous voudriez quoi? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous voudriez qu'on laisse le pays à ses mains des étrangers? Laissez-moi finir. Oui. Vous saviez tout ça avant de prendre le pouvoir. On ne devait pas prendre ce pays. Alors, après avoir pris le pouvoir, qu'avez-vous fait pour inverser la tendance? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. 5 ans sont passés, vous répétez toujours la même rhétorique. Mais parce que vous refusez de dire que le Rwanda a 14 pays derrière lui, le Rwanda a le soutien de ceci, le Rwanda fait cela, et que le président... Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour inverser la tendance? Un scientifique averti et avisé peut ne pas savoir qu'il y a un plan de balkanisation contre ces pays. Non, mais les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas des dénonciations. Ce sont des vérités que tous les Congolais doivent savoir. Mais c'est connu, c'est connu, M. Kake. Et ces plans de balkanisation, vous pouvez les retrouver dans la Maison Blanche. Oui, mais c'est depuis Lumumba. Lumumba l'avait dénoncé. Mais oui, c'est depuis Lumumba. Mais maintenant, ces plans ont existé, continuent à exister. Et le combat du chef de l'État, président de la République, c'est sous ce régime que c'est comme... C'est de laisser ces pays, unis. Je vous ai dit tantôt, vous m'avez posé une question et puis j'ai dit que je vais vous répondre à ça. Vous disiez pourquoi je n'accepte pas M. Laurent Désiré Kabila comme héros. J'ai dit que je l'accepte, mais difficilement. Non, d'abord, vous n'avez pas épuisé. Bon, peut-être que moi, je ne suis pas satisfait sur le fait que j'ai énuméré un certain nombre d'éléments de réalité que vous avez trouvés. Il est vrai. Vous ne reconnaissez pas que nous avons trouvé... Soyons nuancés. Nous avons trouvé une armée infiltrée jusqu'au cou. Soyons nuancés, comme nous l'avions toujours été, objectifs. Les pays allaient mal avant que Félix Tshisekedi ne prenne le pouvoir. On est d'accord? Je voudrais que vous dites président Félix Tshisekedi juste par élégance. Non, mais moi je suis journaliste. Ou monsieur, quand même, si vous êtes journaliste, Félix par respect, quand même, vous pouvez dire Félix Tshisekedi. On dit monsieur Macron. Non, mais parce que l'élégance, c'est la politesse aussi. Même en France, on dit Macron. Les journalistes l'appellent Macron, ça pose pas de problème. Nous sommes la presse. La presse, c'est parfois comme ça. Biden, Macron, Obama, Poutine, ça passe. Pour nous, ça passe. Pour vous, politiques, il faut des différences. Alors, nous sommes d'accord sur le fait que, avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, le pays allait mal. Mettons-nous d'accord sur ces faits-là. Si on est d'accord, on peut avancer. On avance. Quand il arrive, M. Kake Bulundi, à partir du moment où il a été investi, il a assumé les passifs et l'actif. Et une fois assumé les passifs et l'actif, je pense, à mon humble avis, qu'il n'a plus le droit de se plaindre comme vous en avez l'habitude de le faire, de dire que le Rwanda est ceci, il a le soutien de ceci. À partir du moment où vous avez les leviers du pouvoir pour inverser la tendance. Qu'avez-vous fait avec le président Tshisekedi pour inverser la tendance en lieu et place de revenir sur la rhétorique déjà connue sur les complots internationaux contre le Congo? Mais le complot international existera. Il n'y a pas 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines que l'Union européenne a annoncé qu'il va retirer les armes aux groupes armés. Ils n'auront plus le marché d'achat d'armes, mais ils vont, mais en même moment, ils vont soutenir le Rwanda. Vous savez que vous allez à la rébellion là-bas. Vous verrez des militaires qui ont des Kalachnikov fabriqués en janvier au mois de juin. Kalachnikov fabriqués en janvier au mois de juin sur terrain. Vous ne savez pas ça, c'est arrivé là-bas comment, par qui? Vous pensez qu'ils ont acheté ces Kalachnikov là-bas? Non, il y a un complot international contre la RDC. Et ces complots-là, quand nous nous battons sur ce complot, ça demande beaucoup de choses. Et ici, moi, je vous dis que c'est par manque de reconnaissance pour certains Congolais. Mais moi, à la place de tout, je vous dirais que Félix Tshisekedi, c'est un héros. Si on devait parler d'un héros... Félix Tshisekedi, permettez, mais j'ai la parole. Si on devait parler d'un héros vivant dans ces pays, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous savez, ça ne vous scandalise pas? Félix Tshisekedi, moi, je suis de l'Est. Vous marchez contre le Rwanda, on vous tuait, on vous arrêtait. Dans une guerre, en pleine guerre contre le Rwanda, vous organisez une manifestation contre le Rwanda.
Demandez à Mamadou Ndala si on pouvait l'amener ici sur le plateau, qu'ils vous disent pourquoi il n'existe plus. J'ai des gens que je peux vous citer ici, plus de 10. Des gens qui ont pris les canaux, qui ont tourné du côté du Rwanda et qui ont perdu leur vie dans ces pays. Il y a des gens qui manifestaient contre le Rwanda dans ces pays et vous terminez à 50 personnes en prison, d'autres massacrés, d'autres disparus. Mais avec Félix Tshisekedi, quand vous marchez contre le Rwanda, contre les agresseurs, vous êtes protégés même et soutenus parce que vous défendez votre pays. Tous ces Ouazalendo qui sont en front là, ils ont connu massacre, ils ont connu tuerie pour avoir défendu le sol congolais dans le règne de 18 ans. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand vous parlez du bilan de la guerre, c'est parce que vous refusez de voir, vous refusez de croire, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui appelle tous les Congolais à s'unir derrière lui pour en finir. Il n'y a aucun Congolais qui peut parler contre la guerre ou en faveur de la guerre. Une communication en faveur de la guerre, ce n'est pas aimer son pays. On peut ne pas aimer le président Félix Tshisekedi, mais quand on parle de la guerre, tous les Congolais devaient parler la même chose. Et moi, je vous dis que le premier Congolais qui a parlé contre Kagame au sujet de la guerre du Congo, qu'il a cité nommément 100 fois. C'est Kabila. Je compte plus de 300 fois. Oh, maintenant c'est le nombre de fois. Mais si vous faites l'interview, osez peut faire l'interview avec Félix Tshisekedi ici. En 30 minutes, il aura déjà cité Kagame 2 fois, comme agresseur de ce pays. Et c'est la charge et moi, je dis non. Mais dans le règne de 18 ans ici, dans le règne de 18 ans, dans votre émission ici, je ne pouvais pas parler contre Kagame. Pour des raisons que je ne vous cite pas. Si vous parlez, vous citez Kagame, vous insultez Kagame, vous critiquez Kagame dans une émission comme ça, cherchez où vous allez dormir. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un chef de l'État amoureux de ces pays et dans son amour profond de la République démocratique du Congo, il est en train de faire un plan pour restaurer la paix dans ces pays. Je vais vous poser une question. Ces plans-là, nous sommes en train de le voir et nous sommes en train de le vivre. Nous qui voyons et qui vivons et qui aimons le pays. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent affaiblir le pouvoir parce qu'ils ne supportent pas Félix Tshisekedi. Ils veulent affaiblir le pouvoir au travers de la situation de la guerre. Mais à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission-là, il y a des balles qui crépitent. Il y a en face les Congolais et de l'autre côté les Rwandais. Très bien. Une question pour vous. Oui. Au moment où nous réalisons cette émission, il y a nos compatriotes de l'Est qui vous suivent. Vous dites que Félix Tshisekedi est un héros. Est un héros vivant. Vivant. Oui. Entre-temps, 3 territoires sont conquis depuis 3 ans. Est-ce que les compatriotes de l'Est vont apprécier ce que vous dites sur moi, Félix Tshisekedi? Moi, je vous dis que... Et ce n'est pas un discours flatteur. Ce n'est pas un discours qui ne sera pas accepté par la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous savez que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Hein? Non, je parle du Nord et du Sud Kivu. J'ai dit que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Il y a jamais. Est-ce que ce discours va passer là-bas? Il y a jamais. Celui de considérer Félix comme un héros. J'ai dit Félix c'est un héros vivant. Est-ce que ce discours passe au Nord et au Sud Kivu? Je vous ai donné un exemple ici. Je vous dis, Mouzé Laurent Désiré Kabila a commencé la résistance contre le Rwanda. À une année, 70% de la République était déjà parti. Le président Félix Tshisekedi résiste et il attaque. Mais à plus de 2 ans, il n'y a que 3 territoires où il y a nos frères congolais. Et ces Congolais, nous nous battons. Nous prions Dieu, avec la volonté et l'amour du président de la République, que ces Congolais-là retrouvent aussi leur pays. Est-ce que le discours-là de Félix héros vivant passera... Mais moi, je vais vous donner un exemple. Au Nord et aussi S'il n'y a pas de sentiment, je vous donne un exemple. Vous savez, le président Félix a été voté à combien de pourcents au Nord Kivu? Nous venons des élections fraîchement ici. Il faut ne pas vouloir le comprendre pour le dire. Vous savez, il a été voté à combien de pourcents au Sud Kivu? Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Hein? Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Moïse Katumbi n'a presque rien eu. Mais comment vous dites qu'il n'est pas accepté? Comment vous dites qu'on ne peut pas accepter le discours alors que dans le vote, on lui a tout donné? Non, mon frère. Ce serait injuste, ça serait ingrat, ça serait anormal pour un Congolais sérieux et normal ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme un héros vivant à la suite de ces combats de la protection de notre terre. Alors que vous avez reconnu Mouzé Laurent Désiré Kabila héros à la suite du même combat. Et moi, je vous dis que pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a perdu 70% des terres congolaises. Mais Félix Tshisekedi, qui n'a perdu que 3 territoires, vous pensez qu'il est moins héros que celui qui a perdu 70% des terres congolaises. J'ai dit à quelqu'un, vous n'avez pas compris le douleur de cette guerre parce qu'à Kinshasa, ce n'est pas arrivé. Moi, je viens de l'Est. Hein. Nous, on a connu à ce jour 730 massacres.
Et dans les 730 massacres, plus de 730 massacres, plus de 730 massacres, on en a connu dans les guerres de LCD plus de 300. Par la décision de M. Laurent Désiré Kabila. Monsieur le journaliste, je vais vous donner un exemple. Permettez. Vous êtes papa. Il y a des gens qui vont entrer dans votre maison à la guerre du RCD. Il appelle votre femme, on le viole devant vous et devant vos enfants. On oblige les enfants de voir ça. Et après, il y a quelqu'un qui sort une lame de rasoir dans sa poche. Il coupe les seins de ta femme, il enlève les appareils génitaux devant tes enfants et devant vous-même. Et au finish, on tire des balles sur la femme. Je connais une fille à Bukavu qui a eu 9 balles et qui est vivante aujourd'hui. Ces choses, nous les avons vécues. Je connais un monsieur, ils sont à 10 dans leur famille. Je dis à 10, ça suffit 8 enfants et 2 parents. Ils sont restés à 2. Parce que lui était parti étudier à Lubumbashi, l'autre à Ouvira. On est arrivé dans leur maison, on a tué tout le monde. Je connais des églises où on a égorgé, on a tué des gens dedans. Je connais des villages qui ont disparu. On a tué tout celui qui était dans ces villages. C'est pour cela que je chute pour te dire que l'une de notre raisons de pouvoir arriver ici, nous sommes venus demander la commémoration du génocide congolais. La commémoration du génocide congolais, parce qu'on ne parlera pas, et en arrivant ici à Kinshasa, on m'a dit que c'est déjà dans l'agenda du chef de l'État. Mais malgré que c'est dans l'agenda du chef de l'État, que je remercie déjà en passant, nous, on va laisser proposer notre pétition. Vous avez déjà une pétition sur le génocide congolais? Oui, on va déposer ça au courant de cette semaine. Quelles sont les grandes lignes de cette pétition sur le génocide congolais? Nous voulons que dans un pays sérieux comme le nôtre ici, on ne peut pas perdre 15 millions, plus de 15 millions de personnes. Il n'y a aucune date, aucune journée fériée sur notre calendrier où on reconnaît la mort de ces gens. J'apprends que le chef de l'État parlait du 2 août, mais nous souhaitons une semaine sans travailler. Et pendant cette semaine-là, nous allons faire des cérémonies. Tous ces Occidentaux qui soutiennent les Rwandais, l'Ouganda et le reste, nous allons les inviter, chefs de l'État, ministres, nous allons mettre des sites où nous allons mettre les massacres de Beni, les massacres de Makobola, les massacres de Kanyola, les massacres Kisangani et partout. Plus de 730 massacres connus dans ces pays. Comme Kinshasa n'a pas été touché, on ne pleure pas. Nous voulons qu'on plaire. Nous voulons que tous ensemble, que nous nous mettons ça, nous faisons des témoignages et que nous demandons à ces Occidentaux-là s'ils acceptent de cautionner ce qui s'est passé à l'Est de la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, pour les nazis, on continue à commémorer. Quand vous allez au Rwanda et commémore 2 semaines pour 700 morts de personnes en génocide, nous sommes à 15 millions, plus les doubles. Quand vous allez aux États-Unis pour les victimes de la guerre du Vietnam, il y a des monuments là où les gens vont déposer des fleurs, allumer des bougies. Mais ici, tous ces Mamadou Ndala, tous ces gens qui sont morts, mais il n'y a aucune référence dans ces pays. Est-ce que vous connaissez le Monseigneur Kataliko? C'est un héros qui est mort, qui a été tué à Bukavu, à l'entrée de l'Afdel, et il protégeait les terres pour dire aux populations, ne fuyez pas, ces gens viennent pour une guerre de balkanisation. Ces gens viennent pour une guerre d'occupation. C'est pour cela que moi, je vous ai dit, je vous rejoins, monsieur le journaliste, que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais été libérateur. Ah, Mouzé n'a jamais été libérateur. Il a libéré de quoi, si vous le connaissez? De la dictature de Mobutu. Ah, bon, voilà, c'est ça le mal de ces pays. Voilà pourquoi nous demandons la commémoration. Parce que dans la demande de notre commémoration, nous disons le 17 mai, nous devons effacer ça dans notre calendrier. Effacer le 17 mai? C'est le plus grand mauvais souvenir qu'a ces pays. Ah. Je vous relate une histoire. Je vous dis qu'il n'y a pas M. Laurent Désiré Kabila, même pour celui qu'on appelle, vous l'appelez comment, de l'Afrique du Sud, Mandela. Je ne le reconnais pas comme. Apparemment, vous avez un problème avec Mouzé. Non, j'ai parlé aussi de Mandela. Mandela, imaginez. Non, restons sur Mouzé, laissez Mandela tranquille. J'ouvre une parenthèse pour Mandela. Mandela, nous l'avons soutenu quand ils étaient dans l'apartheid. Les Congo, les Zaïre à l'époque, nous étions en train de soutenir l'Afrique du Sud. Partout où Mobutu passait. Mais un jour, il est venu soutenir une communauté pour faire la guerre au Congo, dominer le Congo, la balkanisation et l'occupation. Et dans l'Otenika, lui qui se battait pour la démocratie, il vient avec les hommes armés et il demande à Mobutu de donner le pouvoir. Vous appelez celui-là héros? Très bien. Pour son pays, mais pas pour le Congo. Revenons sur Mouzé. Pourquoi vous refusez de reconnaître Mouzé comme héros et que vous proposez la suppression de la date du 17 mai? Mouzé Laurent Désiré Kabila, je vais vous dire ce qui est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux?
Vous savez, vous avez déjà été, je pense, au Palais de la Nation. Oui, oui, plus d'une fois. Vous avez vu le mausolée de Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, je l'ai vu. Il y a 5 bras qui soutiennent ces mausolées. Vous avez déjà demandé qu'est-ce que ça signifie, ces 5 bras? Ça signifie quoi, les 5 bras? Les pays qui l'ont soutenu pendant la rébellion de l'AFDEL. Quels sont ces pays? Il y a les Rwandais et l'Ouganda dedans. Et devant le bureau du chef de l'État, vous y mettez les symboles du Rwanda. Les symboles du Rwanda. Retenez, mais à quitter cette émission, allons avec vous. Je paie les transports pour vous. Qui vous a dit que les 5 me représentent? Je vous amène là-bas. Monsieur le journaliste, vous êtes un journaliste de proximité reconnu dans ces pays. Est-ce que je peux vous demander de faire cet exercice? Non, d'abord, vous dites-moi qui vous a dit que les 5 bras... La fondation Musée Laurent Désiré Kabila, elle est là. Je suis arrivé, j'ai demandé tous les symboles. Et c'est tout le monde qui passe là à qui on dit la même chose. À qui on dit la même chose. Je vous rappelle, quand vous célébrez, Musée Laurent Désiré Kabila n'est jamais venu plutôt. N'est jamais venu avec l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui est venu avec lui. Ah, Musée n'est jamais venu avec l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui est venu avec lui. Comment ça? Musée Laurent Désiré Kabila suivait Mobutu Roi du Zaïre. C'est un documentaire qui existe et je pense qu'intellectuel que vous êtes, vous devez déjà avoir... écoutez, j'ai regardé plus d'une fois ces documentaires. Oui, oui. Voilà. Musée Laurent Désiré Kabila a été recruté par Massassou Nindaga, Kissa Sengando, mon frère. Ouais. Je vous dis, il a été recruté par Museveni et Paul Kagame pour être porte-parole. Pour être porte-parole, au début, Musée Laurent Désiré. Mais la guerre a commencé à Bukavu, où moi je suis. Musée Laurent Désiré Kabila n'était qu'un porte-parole parce qu'il fallait justifier l'entrée de l'armée rwandaise. Je vous dis que déjà, au niveau de Bukavu, on lui avait posé la question, pourquoi vous êtes venu avec ces gens? Pourquoi vous êtes venu avec ces gens? Il a dit, ils vont nous accompagner. On lui demandait déjà de laisser, parce que le premier recrutement de Massassou Nindaga qui s'est passé à Lemera, les Kadogos sont venus, ils ont dit, laissez-nous accompagner cette guerre. Mais comme c'était une guerre d'occupation des pays étrangers, on a laissé les Rwandais venir avec Musée Laurent Désiré Kabila. C'est par un fait du hasard qui s'est retrouvé à Lubumbashi, qu'il s'autoproclamait chef de l'État. Mais le plan n'était pas celui-là. Mais on a crié en lui parce qu'il faisait déjà partie des complices. Mais après, il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Et après, la facture de la guerre. Je vous révèle une chose. Et il n'a jamais trahi le Congo. Demandé ça. La trahison, c'est de faire James Kabarebe chef de l'État. Il y en a beaucoup. Chef d'état-major. Chef d'état-major général des Mais après, il les a demandé de rentrer chez eux. Permettez un homme. Si vous réveillez Musée Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, vous lui dites que vous êtes venu chasser Mobutu pour un troc de 15 millions de morts, pour échanger avec 15 millions de morts au Congo, parce que le terme troc n'est pas vraiment à sa place. Est-ce que Musée Laurent Désiré Kabila... Ce n'était pas ça son objectif. Il sera fier de cela. Non, ce n'était pas ça son objectif. Si vous lui dites dans toute guerre, il y a des morts. Si vous lui dites... Monsieur Kake, dans toute guerre, il y a des morts. S'il vous plaît. Oui. Mais vous savez, 15 millions de morts, c'est le Congo-Brazza. 15 millions de morts. Vous savez que c'est... Vous voulez exterminer tout le monde au Congo-Brazza. Vous avez 15 millions de morts. Musée Laurent Désiré Kabila vient avec l'AFDEL. Recruté par l'AFDEL pour se faire complice de ces gens, de ces agresseurs. Il arrive au Congo. Quand il va au Cuban, c'est Fidel Castro qui lui dit qu'il y a un coup d'État préparé. Il est rentré. Et il a chassé les Rwandais à cause du coup d'État. Et moi, je vous dis que le Français le savait déjà, que Mobutu mourra dans quelques mois. C'est comme ça qu'on a commencé une guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour empêcher à Étienne Tshisekedi d'accéder au pouvoir après la mort de Mobutu. Parce qu'ils ont vu que ça sera l'entrée de la démocratie et le pays sera bloqué. Le pays sera bloqué. Donc la guerre a été créée juste pour empêcher le vieux Étienne d'accéder au pouvoir après la mort de Mobutu. Tshisekedi, qui a vu son frère arriver ici, il lui a dit, débarrasse-toi de ces gens, paie la facture, il a refusé. Étienne Tshisekedi a été envoyé au village à cause de ça. Donc comment vous pouvez prendre ça comme étant sa position alors que c'était un complice au départ? C'est quand il a senti que sa vie était en danger qu'il s'est débarrassé de l'armée rwandaise en sacrifiant 70% de la population congolaise qui est restée payer le prix.
Et si vous voulez m'accepter, c'est de votre droit, ou vous pouvez laisser. Je vous dis que le CNDP, c'est le petit-fils de l'AFDEL. Donc de l'AFDEL, on a eu le CNDP. Du CNDP, on a eu la guerre de Kunda, et puis on a eu M23-1, on a eu M23-2. Donc quand vous parlez du M23, n'oubliez jamais que c'est le petit-fils de l'AFDEL. Maintenant, quand vous fêtez le 17 mai ici, mais vous remerciez les pays agresseurs. Les pays qui ont amené Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que vous ne pouvez pas fêter la... Mzee Laurent Désiré Kabila n'avait pas une armée. Il n'y avait que l'armée rwandaise, ougandaise et tous ceux qui, les Érythréens et les autres sont venus accompagner l'armée de l'AFDEL. On ne peut pas se permettre quand même, dans ces pays, célébrer une journée du malheur du Congo et on imagine que cette journée-là, en le célébrant, on ne fait rien. Quand vous célébrez ça, vous remerciez les... Bon, je vous dis, si on était sincère, l'armée rwandaise, ils sont venus, ils sont morts aussi dans ces pays. Mais comme vous faites le 17 mai, il faut amener les Rwandais, il faut amener les Rwandais. J'ai une question pour vous. Vous leur dites seulement, merci de nous avoir aidés à libérer le pays. C'est les Rwandais que vous remerciez. J'ai une question pour vous. Et oui, même les 5 que je suis prêt à les répondre. Connaissez-vous une rébellion ou une révolution armée qui n'a jamais été accompagnée par des pays étrangers? Bon, ce n'était pas une rébellion. Parce que si vous parlez d'une rébellion, là on ne sera plus. Parlez d'une agression. J'ai parlé d'une révolution. Il n'y a jamais eu une rébellion qui s'appelle l'AFDC. J'ai parlé de la révolution armée. Mais moi j'ai dit ceci. Connaissez-vous une révolution armée qui n'a jamais reçu le soutien des pays voisins? Dans ces pays, si nous parlons de révolution armée, on ne fera jamais allusion à l'AFDEL. L'AFDEL, c'était une agression. Donc, l'M23 que vous voyez aujourd'hui va avec l'agenda de l'AFDEL. Donc, l'AFDEL, l'M23, c'est le petit-fils de l'AFDEL. Vous devez reconnaître ça et l'accepter ainsi. Donc, il n'y a jamais une guerre interne dans ce pays ici. Je vous dis que si cette guerre, c'était une guerre purement congolaise, ah non, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. C'est une guerre qu'on nous a imposée de l'étranger. Et c'est une guerre qui est venue avec un agenda caché. Donc, vous savez ouais. Je vais vous donner une autre petite révélation. Je salue le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en vous donnant cette révélation. Je suis à Bukavu. Nous sommes en 2011, Etienne Tshisekedi vient battre campagne pour être élu chef de l'État. Et nous l'amenons au mausolée de Monseigneur Muzirwa, qui avait été tué par l'armée étrangère pour avoir lutté contre l'agression. C'est un héros. Celui-là, c'est un héros. Nous devons le dire aux gens ici. Et j'étais à côté d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous? Oui, j'étais à ses côtés ce jour-là. Etienne Tshisekedi sur sa tombe. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi disait ça. Et au mausolée, en pleurant, il dit au mausolée de Monseigneur, il dit, vous êtes mort pour défendre ces pays. Vous êtes partis, mais nous restons avec votre combat. Nous allons défendre l'intégrité du territoire. Nous allons nous battre pour que ce pays reste uni et indivisible. Et si nous ne réussissons pas à le faire, nos fils le feront. Très bien. Et c'est là que moi je comprends que c'était vraiment une parole prophétique adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de son temps qui n'était pas encore président de la République. Je vais vous opposer des faits, peut-être un seul fait pour qu'on passe à autre chose. Monsieur Kake Boulindi à Kilimani, vous savez qu'à un certain moment de l'histoire, Etienne Tshisekedi Wamulumba était en alliance avec le RCD. Non, ce n'était pas une alliance. C'était quoi? Bon, en fait, j'aurais souhaité que cette question-là, vous la posez à quelqu'un qui a mandat. Mais moi, je vais vous dire que... Mais vous l'avez quand même vu être là-bas avec les... Non, moi, je connais un peu l'histoire. Je peux avoir une idée sur l'histoire. Temba qui aussi a reconnu qu'à un moment donné, ils ont passé du temps au Rwanda. Oui. Donc, il n'y a pas d'homme politique même congolais qui n'a pas encore collaboré avec le Rwanda. Non. Nous sommes censés collaborer avec tous les pays du monde. Nous sommes censés, y compris... Vous reprochez à Muzé le fait d'avoir conclu des alliances avec des pays étrangers. Je ne dis pas que Muzé a conclu des alliances avec les pays étrangers. Les pays étrangers ont amené Muzé Laurent Désiré Kabila. Je pense que vous ne me comprenez pas ce que je dis là. C'est vous qui ne me comprenez pas. Il a été recruté. Non. Muzé Laurent Désiré Kabila était au service du Rwanda et de l'Ouganda. Il a été recruté. C'est comme moi, je vais faire un deal
Je viens, je vous recrute. Vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Dans une guerre d'occupation, on l'a pris. C'était un recruté. Ça va gêner quelqu'un, mais pardonnez-moi, mais c'est ça la vérité. Donc, Moussé Laurent Désiré Kabila n'est jamais venu avec l'AFDEL. L'AFDEL est venu avec lui. Et premièrement, c'était Kissan Senghane qui devait... Et lui le vieux Etienne, quand il était avec les RCD, c'est une question, et les Mouba qui sont allés passer du temps au Rwanda. C'était une question... ça, ce n'était pas une collaboration avec les prédateurs de l'occupation. Oui, vous me permettez alors que je vous éclaire. Ouais. C'était à quelle époque? C'était à l'époque de Sun City. Oui. À l'époque où le dialogue de Sun City s'est arrêté, parce qu'il y avait Jean-Pierre Bemba qui avait pris sa position. Pour vous, c'était un rapprochement normal avec l'agresseur? C'est pas un agresseur. Lui n'a pas fait un rapprochement normal avec l'agresseur. Il voulait que le dialogue continue et que ce dialogue aboutisse. Et je vous dis, très bien. Je vous dis, pour comprendre qu'il était sur le chemin de l'exclusion, après la fin du dialogue, il était prévu qu'il soit vice-président. Mais qu'est-ce qui est arrivé contre lui? Si c'était une alliance avec l'RCD, si c'était une alliance avec l'RCD qui avait une armée, pourquoi l'RCD n'avait pas demandé qu'Etienne Tshisekedi reste vice-président? Alors, les rapprochements consistaient à quoi? Pourquoi? Il y a une petite histoire ici qui s'est passée. Les rapprochements consistaient à quoi? À la reprise du dialogue. Un rapprochement avec les agresseurs. À la reprise. Pour vous, c'était normal, hein? Le RCD. Bon, non, moi, je ne donne pas ma position. Je vous dis, ici nous parlons de l'histoire. Vous savez, il faut réécrire l'histoire. Depuis que la guerre de l'AFDEL a commencé, les Congolais n'ont jamais écrit. C'est pour cela que nous demandons la commémoration du génocide congolais, qui devait normalement commencer au mois d'octobre, parce que la guerre de l'AFDEL est entrée au mois d'octobre. Le président de la République voudrait que ça soit célébré. Il a voulu donner une journée, il a donné une journée, et puis il veut peut-être que ça soit au mois d'août. Nous pensons que il faut une semaine. Il faut une semaine et il faut... des cérémonies. Des cérémonies. Voilà. Des cérémonies, et puis nous devons faire des grands projets. On a tout un plan. On dépose ça déjà mercredi à l'Assemblée nationale sur la table de Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe que je salue ici, qui avait même tourné un documentaire qu'on appelle le tribunal du Congo. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc, qui en connaît aussi plus, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que pourquoi nous demandons aussi ça? Je vous dis, la meilleure façon de décourager les Occidentaux à soutenir le Rwanda, c'est de leur montrer ces images, de leur amener ça, et ils se déclarent au Congo. On va inviter Macron ici, on lui montre le génocide de Béni. Non, de Béni, on lui montre. On dit, qu'est-ce que tu dis en tant qu'humain? Nous avons besoin de ça ici. Et je salue le chef de l'État d'avoir fait une action pilote comme ça à la place des évolués. Je ne sais pas si vous étiez au courant l'année dernière. Et essayer un peu de montrer aux Kinois. Parce que les gens ici jouent avec cette histoire de guerre. Ils se permettent de jouer avec les mots parce qu'ils ne vivent pas ça au quotidien. Nous vivons ça au quotidien, mon frère. J'ai été dans un avenir à Bukavu où, quand Moutebousi est entré, on a commencé à violer maison par maison. Donc vous êtes au numéro 8. Vous savez que si on s'est arrêté au numéro 7 aujourd'hui, demain c'est vous. On a connu des choses comme ça. On a connu où on a tué déjà en termes de stères. On égorge le pasteur dans les églises. On éventre les femmes. Je connais un messie à Bukavu, on a tué son père, on prend le flèche, on met sous la tête de son frère et on circule dans tout un village. Et puis à la fin, la conséquence c'est que lors de ces fameux dialogues de Sun City là, les mêmes personnes qui ont tué son père, on les laisse là-bas, on le mit encore là-bas pour être chef. Vous voyez quelqu'un qui a égorgé ton père, il vient chef commandant dans votre village. Cette guerre aurait la paix comment? Merci beaucoup. Mais alors, avec tout ça, vous allez constater que, par exemple, au site Kivu, on avait, si vous prenez Bukavu, vous allez à Jabunda, plus de 177 barrières. Avec Tshisekedi, ces barrières n'existent pas. Nous n'avons pas la même réalité au fait. Parce que nous, ce que nous savons de la guerre, la compréhension que nous avons de la guerre, en tout cas, le président a fait un grand pas. Et je vais terminer par là, pour vous dire que moi, je sais que pour ça, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais si le président de la République veut être d'accord avec moi, je sollicite un état de siège pour le site Kivu. Et j'en reviendrai peut-être après. Très bien, vous y reviendrez. Cette guerre de l'Est n'a pas laissé que
des victimes en termes de mort, mais il y a aussi des victimes de la diabolisation de l'occupation rwandaise. C'est comme beaucoup de clichés, beaucoup de caricatures sur certains de nos compatriotes de l'Est qui chaque fois qu'on veut s'opposer à eux, surtout ici à Kinshasa, on parle de citoyens rwandais. À chaque fois que quelqu'un de l'Est est nommé, on va lui coller des origines rwandaises. Kamere a été victime. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a été victime. Le nouveau directeur des cabinets du chef de l'État vient d'être victime. Beaucoup de compatriotes, même vous, je crains qu'avec votre nez, on dise que vous êtes Tutsi. Beaucoup de gens. Vous savez. Comment on fait pour en finir avec cette forme de diabolisation qui ne fait pas avancer la République? Cette forme de diabolisation, je pense que le chef de l'État est en train de décourager ça. Vous voulez attribuer tout au chef de l'État? Non, parce que dans notre gouvernement, il y a un Tutsi. Vous le savez ou vous le savez? Oui, Alexis Guissaro était Tutsi. Oui, c'est vrai. Oui. Non, moi je vous dis que il faut comprendre une chose. Et ça, j'appelle aux gens de l'Est de réduire un peu cette communication qui constitue un très grand danger dans ces pays. Quelle communication? Cette communication contre certaines autorités, certaines icônes de certaines. Je vous donne un exemple. Vous savez, Vital Kamerhe, quand il est à Kinshasa, on le prend pour un citoyen normal. Mais quand il est au Sud Kivu, Vital Kamerhe, c'est un roi. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Vital Kamerhe, quand il est au Sud Kivu, c'est un roi. Quand vous insultez Vital Kamerhe ici, quand vous le traitez de Rwandais, ça signifie que son royaume, vous traitez son royaume de Rwandais. Je vous dis, par 3 fois Vital, par 2 fois, Vital Kamerhe allant aux élections, il a été le meilleur élu de cette république. Meilleur élu. Ça signifie que tout le monde, tous sont d'accord que c'est lui ou rien. J'ai toujours dit aux gens qu'il y a des gens qui viennent vous dire ici, non, moi je suis leader, au Sud Kivu parce que j'ai un parti, j'ai tout ça. Au Sud Kivu, le leader c'est Vital Kamerhe. Au Sud Kivu, le leader c'est Vital Kamerhe. Soyez d'accord avec moi, c'est ça. Donc, Vital Kamerhe est une personne qui peut aider le chef de l'État à conquérir l'Est de la République démocratique du Congo. Mais quand il vient ici, il y a des gens qui peuvent se permettre de dire n'importe quoi, mais c'est très dangereux pour l'avenir. Je dois vous dire qu'il y a des gens, un sentiment, parce que c'est un comportement qui profite aux agresseurs. Parce que sans vous cacher, dans les discours de certains agresseurs, ils vous disent que mais comment vous comprenez que ceux qui sont à Kinshasa à 2000 km sont plus frères que, à vous que nous qui sommes à 2 km. Parce que je vous dis qu'à Goma et le Rwanda, c'est déjà en 3 mètres, il y a des maisons à Goma où vous êtes dans les salons, dans votre salon à l'entrée, et quand vous sortez à la cuisine, vous êtes au Rwanda. Donc, mais quand vous entrez dans cette maison-là, c'est Fally Ipupa qui joue ce frère Gola, c'est Moïse Mbie. C'est Moïse Mbie, je préfère parce que je suis aussi de l'église, c'est Moïse Mbie, c'est Laure Mbongo et tout cela que vous connaissez. Qu'on est en train de jouer. Mais vous n'entendrez pas la musique de l'autre côté. Ils sont trop congolais que rwandais. Maintenant, la difficulté c'est quoi? Mais quand ils sont nommés élevés en dignité. Quand ils sont morts, je commence d'abord par la mort. Ok, d'abord. Je vous le dis, monsieur le journaliste, si vous ne le savez pas, Tchébéa, Floribert Tchébéa, chez lui c'est à Nyangezi. À Nyangezi? Oui, c'est dans le Sud Kivu? Oui, c'est un village où on peut retrouver Tchishambo, Marcelin Tchishambo. Ils sont dans le même coin. Vous quittez Nyangezi, vous allez au Rwanda, vous ne faites pas plus de 30 mètres. Donc c'est à quelques accablures du Rwanda. Vous ne faites pas plus de 30 mètres. Mais parce que Floribert Tchébéa a été tué, comme c'est une victime, tout le monde dit que c'est une victime congolaise. Une icône hein, des droits de l'homme. Une victime congolaise. Il n'est pas rwandais. Il n'est pas rwandais. Mais alors que son village est à quelques mètres du Rwanda. À quelques mètres du Rwanda. Mais si on vous disait que Floribert Tchébéa, on le nomme Premier ministre, il devient suspect. Il devient directement suspect. Donc, vous imaginez le directeur de cabinet du chef de l'État. Moi j'ai évolué avec lui à Kassali, à Bukavu. Ce sont nos aînés du quartier. Donc, les nouveaux. Oui, les nouveaux. Le nouveau. À peine nommé, on vous dit non, c'est un Rwandais.
Mais finalement, c'est là qu'on tue à Beni, c'est là qu'on tue à Massis, c'est là qu'on tue à Aruchuru. Ici, là, ils sont des victimes congolaises. Ils sont des victimes congolaises. Mais si vous prenez une personne, un frère de ces victimes-là, donc vous êtes mon petit frère. Un frère de ces victimes. Vous l'amenez ici. Vous le nommez. Vous le nommez seulement gouverneur de province ici. Vous le nommez ministre de l'Intérieur. Automatiquement, il devient temps. Je pense que c'est à décourager. Parce que ce discours risque un jour d'entrer dans les cerveaux de certaines personnes. Parce que quand vous résistez à un leader, vous ne résistez pas seulement à ce leader. Vous résistez à ceux qui le suivent également. Qui le soutiennent. Parce que un monsieur comme Vital Kamerhe, que je salue, qui a été très massivement élu pendant 4 fois, meilleur élu de Bukavu. Pendant qu'on chante ici, il est resté le meilleur élu de Bukavu et l'icône politique du Sud Kivu. Très bien, merci beaucoup. Donc là, vraiment, je salue les pacificateurs. Je salue les pacificateurs. Je vous précise que je ne suis pas de son parti. Hein. Il faut pas passer. Mais on vous accuse d'être proche. Il ne faut pas passer. On vous accuse d'être trop proche de Vital Kamerhe. Non. C'est une parenthèse, M. Kake, Boulindi. Oui, bon, vous savez, quand on finir. Quand on dit déjà quelqu'un est une icône, c'est comme vous pouvez dire que je dirais Magufuli. Je ne sais pas si vous connaissez Magufuli. Magufuli, le président tanzanien. C'est une icône en Tanzanie. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes dans son parti. Il n'a pas fait beaucoup d'années, mais il a laissé beaucoup d'œuvres. Non, c'est vraiment un modèle. C'est vraiment un modèle, celui-là. Magufuli. Oui. Des stades, des routes. C'est un modèle à suivre en Afrique. Très bien. Donc, un monsieur comme ça, vous êtes dans son parti, vous n'êtes pas. Parce que Vital Kamerhe est plus grand que l'INC. Il faut le reconnaître ainsi. Donc, pour certaines personnes, au Sud Kivu, on ne prend pas Vital Kamerhe à cause de l'UNZ. On se dit non, c'est président, c'est monsieur, c'est une icône chez nous. Et ça suffit comme ça. Donc, si, moi j'ai dit même à quelqu'un, si vous voulez traiter avec un homme politique au Sud Kivu, vous pouvez laisser le reste. Si vous avez parlé avec Vital Kamerhe, vous avez parlé avec les Sud Kivusiens. Les restes là, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais l'impact sur le terrain, il n'en a pas. On va parler du Sud Kivu ici, et on va voir si tout cela s'est matérialisé dans le développement de cette province. Je vous propose de parler de ça. La province du Sud Kivu est l'ombre d'elle-même. Bon, l'ombre d'elle-même, et d'après mes informations, c'est à cause notamment des Kamerhe, des Bahati, des Akilimani, de Chichambo, de tous ces grands-là. Je vais d'abord corriger une chose. De tous ces grands-là. Par exemple, vous prenez la route de Bukavu vers Walungu. La route n'est pas goudronnée, alors que c'est moins de 100 km. Oui, permettez que je corrige une chose. Donc, si la province n'avance pas aujourd'hui, c'est à cause des Kamerhe, des Bahati et de tout le reste là. Non. Je vais donner une exception. Et vous risquez de penser que quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Soyons nuancés. Vous risquez de penser que je suis fan de VK. Non, mais moi, je vous dis que VK n'a jamais eu un gouverneur de province au Sud Kivu. Il n'a jamais eu. C'est vrai? Oui, il n'y a jamais. Jamais. VK n'a jamais eu un gouverneur de province au Sud Kivu pour porter une telle responsabilité. VK n'a jamais été ministre des Infrastructures où il a été une fois directeur de cabinet du chef de l'État. Pendant 7 mois, si je ne me trompe pas, il a été quoi encore? Il a été président de l'Assemblée. Ministre de l'économie. Oui, mon ministre de l'économie. Ça n'a pas vraiment trop d'impact sur une province, sur les Sud Kivu. C'est sur toute l'étendue. D'après vous, qui a eu beaucoup plus de responsabilités pour changer en réalité la province du Sud Kivu? Bon, il y a beaucoup de responsables. Ouais. Il y en a certains qui ont eu le gouverneur. Je vais d'abord préciser que la province du Sud Kivu, c'est la province qui a connu la plus d'émotions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plus d'émotions. Donc, on veut faire partie du gouverneur. Depuis la guerre de l'AFDEL, la province du Sud Kivu, c'est la province qui a connu le plus grand nombre de gouverneurs en RDC. Donc, on les change à tout moment. Alors, pour arriver à comprendre ça, allez-y comprendre qu'il y a des hommes qui ont pris la province du Sud Kivu comme leur bien propre. Qui? Je vais arriver. Très bien.
Je ne voudrais pas que ça ressemble comme si je suis venu cibler non, nous parlons des faits politiques et des individus. Il faut que des responsabilités soient établies. Je vais atterrir par là. Vous savez, j'ai suivi une communication, je m'excuse, de l'AFDC. Je veux parler de beaucoup de gens. De l'AFDC qui se disaient qu'ils n'ont pas été bien servis ici à Kinshasa au gouvernement et que si, comme ils n'ont pas été bien servis, ils demandent un congrès pour claquer la porte de l'Union sacrée. Et moi, je me demande pourquoi ils sont même dans l'Union sacrée. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient quitter l'Union sacrée. Ils vont faire un congrès. Mais vous ne savez pas ça. Je vais vous donner l'article tout de suite là. Oui, c'est ça l'actualité. Donc l'AFDC de Bahati compte quitter, ils demandent l'Union sacrée. Oui. Et ils menacent de quitter l'Union sacrée parce qu'ils n'ont pas eu assez des responsabilités au niveau du gouvernement soumis. Donc, ce qui est juste, c'est parce qu'ils ont des élus. C'est pas juste. C'est pas juste. Je ne sais pas si vous savez combien l'UNC a eu. Et moi, si je pouvais parler de ses pouvoirs, je pouvais toujours dire que Vital Kamerhe, à un certain moment, parce qu'il accepte de coopérer avec le chef de l'État, il accompagne comme ça, mais il est géniteur de ce pouvoir. Donc ça là n'est pas le problème. Non, encore la question de l'AFDC vous gêne. Non, suivez-moi, je vais vous expliquer ça. Ouais. À l'époque où nous étions en train de battre campagne pour que le président de la République soit élu comme chef de l'État, dans le duo Fachi-Vite, donc Fachi et Vital Kamerhe, en 2018, l'AFDC était en train de nous arrêter avec le régime de Kabila. Donc nous avons subi avec ce régime de 18 ans pour faire passer la pensée du président Félix Tshisekedi dans la population. Ça a été appuyé sur le leadership de Vital Kamerhe. Mais si vous vous retrouvez aujourd'hui, bon, je vous donne un exemple. La province du Sud-Kivu, Vital Kamerhe, en arrivant au pouvoir, il a laissé le gouverneur Abati Lukwebo. Aujourd'hui, nous arrivons, on refuse à Vital Kamerhe de diriger la province, on remet ça encore à Abati Lukwebo. Donc, quand vous venez au pouvoir, vous sentez que Abati Lukwebo, sénateur, tout ça, il a tout. Il a tout. Et quand il avait tout, il ne pensait pas qu'il y avait un pacificateur qui était en train d'observer et d'obéir. Et seulement, ils n'ont pas manqué combien. Vous savez combien Vital Kamerhe a manqué jusqu'à aller en prison? Vous savez combien? Vous avez déjà vu le président Vital Kamerhe vous dire que non, moi, je fais un congrès, je fais le non, nous allons quitter. Même quand il était devant son juge naturel, il disait, je reste loyal au chef de l'État. On l'a imposé même le deuxième tour. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, l'élection. Les primaires. Les primaires. Vous avez déjà vu les primaires au Congo. Ça a commencé avec Vital Kamerhe. Mais il est resté loyal au chef de l'État. Et après le vote, il est parti voir le chef de l'État. Je ne savais pas si vous avez suivi ça. À la salutation du chef de l'État, il dit non, je reste loyal et fidèle. Mais oui, maintenant pourquoi la position de l'AFDC de se plaindre parce qu'ils n'ont pas été correctement servis vous gêne, vous? Bon, ça ne me gêne pas. Mais parce que vous en parlez, ce qui me gêne, je vais vous dire ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la prise en otage de la province du Sud-Kivu. À quel niveau la province du Sud-Kivu a été prise en otage par les clans Bahati? Vous l'avez dit tantôt ici. La province du Sud-Kivu, aujourd'hui, c'est le plus grand réserve de l'or au monde. Ça a été déjà prouvé. Il y a des gens qui reviennent. L'or fait rage là-bas. Vous avez parlé d'une toilette qu'on est en train de creuser, on retrouve l'or. Je vous donne une histoire. Une vache qu'on était en train d'accompagner, une vache où elle va brouter l'herbe. Et elle a tiré son sabot sur l'argile comme ça, et c'est de l'or qui est sorti. C'est l'un des grands gisements. Donc il y a des cités comme Kamituga, dans les temps, après la pluie, on pouvait ramasser l'or. Et c'est devenu un combat de tout le monde. Un combat de tout le monde. Il y a d'abord le coltan, il y a l'or, il y a tout. Le Sud-Kivu, c'est l'une des provinces les plus riches de la planète Terre. Donc, hormis que nous avons le lac Tanganyika et autres, mais cette province souffre. J'ai suivi quelqu'un le dire ici dans une chaîne, peut-être la vôtre d'ailleurs, où quelqu'un disait qu'il fallait fermer la frontière du Nord Kivu.
et des Nord Kivu, arrêter l'ambassade, chasser tout ça, et on faisait porter cette responsabilité au président de la République. Mais ce sont les gens qui ne connaissent pas là-bas. Le règne de 18 ans, il n'y a pas de route. Si vous fermez la frontière du Rwanda et le Nord Kivu, il n'y aura plus jamais de carburant. Parce que la route qui pouvait nous servir, c'était la route qui passerait par Uvira, au port de Kalundu, de la Tanzanie, du Burundi. On pouvait nous approvisionner du carburant et on pouvait prendre la route Ngomo pour aller pour chuter sur Bukavu. Bukavu, vous prenez la route de Goma. Maintenant, si vous fermez la frontière, vous tuez tous ceux qui sont à Goma. Et ça, le chef de l'État le sait. Mais ceux qui sont ici à Kinshasa ne le savent pas. À quel niveau la province a été prise en otage? Maintenant, la prise en otage. Ouais. Aujourd'hui, parce que vous n'en parlez pas. Vous tournez autour du pot. Nous avons un gouverneur, par exemple. Oui. À quel niveau la province a été prise en otage? Et par qui? En séjour. Ouais. Le gouverneur de province du Sud Kivu. Il s'appelle comment? Jean-Jacques Pouroussi. Jean-Jacques Pouroussi. Pouroussi. Oui. non. Que le R là ne t'intimide pas, c'est un Congolais de père et de mère. Donc, parce que tantôt tu as dit là, bah, un réseau peut ça m'a cam. Non, c'est la compréhension de certaines personnes mal intentionnées. Mais il y a des gens qui ont des R ici. Il s'appelle Jean Pouroussi. Oui, Jean-Jacques Pouroussi. Jean-Jacques Pouroussi. C'est un professeur, d'ailleurs, je le salue par ça. Il est de l'AFDC. Il est de l'AFDC. De la famille de la mère de Bahati Lukwebo. Oh. Donc, quand il est non seulement l'esprit de Bahati Lukwebo, pour avoir le contrôle total du Sud Kivu, c'est de nommer sa famille d'abord. Biologique? C'est de la famille de la mère. Jean-Jacques Pouroussi. De la famille proche de sa mère. Il est de la famille maternelle de Bahati Lukwebo. Non, je peux évoluer. Vous allez dans son cabinet. Dans son cabinet. Le cabinet de qui? Le gouvernement d'abord. Le gouverneur, bon, il n'a pas encore nommé son cabinet. Mais je vous dis, le gouverneur, quand il nomme ministre de Finances, des liens très forts de Bahati Lukwebo et du même village. Même village? Même territoire, Kabaré. Ok, très bien. Directeur de cabinet de Kabaré. De Kabaré. Quand vous regardez le parsec qui est chargé de communication, tous famille Lukwebo. Tous famille Lukwebo. Vous avez déjà vu à une autorité, on lui donne un chargé de mission, un secrétaire. Je continue. Il dort, le gouverneur jusqu'aujourd'hui, dort dans l'hôtel de Lukwebo, au frais du gouvernement provincial. Le véhicule qu'il utilise et les chauffeurs, véhicule famille Lukwebo. Ah! Et là, je vous dis que l'importation de minerais au Sud Kivu, et non, l'importation des ciments au Sud Kivu, tout passe par sa famille. La famille de Bahati? Du Rwanda. C'est le pays qui nous agresse. Avec une très bonne coopération après avoir fait tomber notre cimenterie de Katana. Ça, c'est Bahati? Ah, je parle de la famille. Hein. Famille Bahati. Parce qu'en fait, c'est devenu un pouvoir de la famille. Même ici à Kinshasa, dans le gouvernement provincial, il y a une famille Bahati. Continuez. On peut penser que je suis dans les acharnements. Mais c'est vérifiable. Hein? Mais c'est vérifiable. C'est vérifiable. Il a un fils ici. Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Restons au Sud Kivu. Tika Serge Avandakina. Restons au Sud Kivu. Vous savez ce qui s'est passé. En fait, c'est l'esprit. Même au niveau national, c'est les enfants. Quelqu'un m'a dit qu'il tu aurais envoyé ses gardes du corps. Mais mon frère, je vous dis, y compris pour celle qui est à l'Assemblée nationale, ou c'est lui, je ne sais pas, qui est à l'Assemblée nationale, et à Bukavu. Une délégation a quitté ici. Et le conseil même financier est en train de quitter ici. Et pour avoir dit ça... Le conseiller de Bahati? Oui, mais son cabinet au Sénat. Son cabinet au Sénat. Et tout ça, les cibles... J'ai honte de le dire ici. J'ai demandé 2 ans. J'ai demandé 2 ans à rencontrer le chef de l'État pour lui donner une lumière sur la gestion de cette guerre. Mais je n'ai pas eu ça malheureusement. Malheureusement, je n'ai pas eu ça. Et je continue à les demander. On dit que les Dirkaba que tu aurais proposé au gouverneur Jean-Jacques Pouroussi et de son territoire. Mais n'a même pas un diplôme d'État. Non. C'est long ce que j'aurais appris. Il peut en avoir. Il peut en avoir. Il peut en avoir et c'est un homme intelligent. Moi, j'aurais appris qu'il n'a pas de diplôme d'État. Non. Les Dirkaba.
Je parle des Dirkaba qu'on lui aurait proposé. Pas les Dirkab. Les Dirkaba qu'on lui aurait proposé. Semble-t-il un homme de main, de Bahati, qui n'a même pas un diplôme d'État. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Mais le gouverneur a de grandes compétences. Et je pense qu'il accepte de prendre tout ça. Et le fait pour moi de l'avoir dit, l'autorité provinciale m'a fait un message me demandant de ne pas rentrer au site Kivu. Oh. Le gouverneur Jean-Jacques Bouroussi il dit qu'il va me rendre en poussière et je pense que la justice va nous départager. Ça, c'est le gouverneur qui vous menace? Oui, quand tu dis à quelqu'un tu vas les rendre en poussière, ça signifie que tu veux les tuer. Alors, est-ce que tu veux les tuer? Donc, pour lui, et voilà son mot. Il dit que moi, je ne suis pas un gouverneur comme les autres. Vous parlez avec les autres là, mais moi, avec moi, tu ne vas pas parler. Alors, ne rentrez plus là-bas? Non, je dois rentrer. Vous n'avez pas peur du gouverneur? Non, il n'est pas fort que moi. Comment ça? Donc, moi, je fais le combat de la politique de Fatih. Donc, je dois vous dire ici que... Écoutez, un représentant, un gouverneur... Vous risquez d'avoir des ennuis avec le gouverneur. Suivez-moi un peu. Ce que moi, je reproche au gouverneur, c'est la prise en otage par Bahati Lukwebo. Ce qui ne lui permet pas de fonctionner pour le compte du chef de l'État. Un gouverneur, c'est le représentant du président de la République. Moi, je rappelais que le gouverneur... Même s'il a été présenté sur la liste de son parti, le gouverneur reste le représentant du chef de l'État et toutes les grandes orientations il a du chef de l'État. Si vous êtes pris en otage par quelqu'un, un papier que vous devez signer, ça doit aller d'abord à Kinshasa et puis on vous met des annotations, vous signez. Moi, je considère ça comme état grave. Et au nom de la liberté de l'expression, par le fait que le site Kivu est devenu un mouroir, et surtout la ville de Bukavu, je vous apprends que depuis, ce n'est pas de sa faute, depuis qu'il est gouverneur, on a déjà 14 incendies de quartiers dans la ville de Bukavu. Tous des quartiers entiers qui sont en train de disparaître. Oh là là. La ville de Bukavu, c'est la première ville sur cette planète Terre à avoir connu un grand nombre d'incendies. Donc la ville, c'est devenu un enfer. Les routes, il n'y en a pas. Il y a des parcelles de 3 mètres sur 4. Et on vous construit une maison de 5 niveaux, de 3 niveaux. Il y a des parcelles où les toilettes, la cuisine se trouve dans la toilette. Donc la toilette, vous la fermez, on continue à faire la cuisine et après la cuisine, on ouvre la toilette. Quelqu'un qui veut entrer, le cuisinier sort. La plupart des maisons que vous retrouvez dans cette ville-là, la fosse septique se trouve dans les salons. Les maisons de l'État ont été pillées. Il ne reste même pas les 3% des maisons de l'État qu'on a connues après l'indépendance. Plus de 1000 maisons ont disparu. C'est une ville qui est en train de disparaître au vu aussi de tout le monde. Très bien. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Mais en ce qui lui concerne, le gouverneur sortant, c'est un gouverneur de l'AFDC. Mais le fait d'avoir été trop lié, ce gouverneur a quitté l'AFDC pour l'UDPS. Et vous pensez que dans tout ça, c'est battre les problèmes de cette lui le vrai problème. Que faut-il faire? Mais qu'il quitte l'Union sacrée. Parce que maintenant, aujourd'hui, là, je vais vous dire un défaut aussi de l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée a tout ramassé. Et vous chutez par là, on va finir. L'Union sacrée a tout ramassé. Je serai peut-être au côté... Je serai aux côtés... L'Union sacrée a tout ramassé. A tout ramassé. Je serai aux côtés... Et parti, y compris le Kwebo. Je serai aux côtés de Kabouya à l'époque. Je sais pourquoi je parle à l'époque. Je lui dirai qu'on crée un centre. Un centre où tous ceux-là qui viennent dans l'Union sacrée, avec le virus du règne de 18 ans, et ceux-là qui viennent, je ne sais d'où, qui n'ont pas eu l'idéologie d'Étienne Tshisekedi, ces personnes-là devaient subir un reconditionnement. Un reconditionnement. Et de là, on leur parle de ce que veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais on se retrouve, il y a des gens, même à l'église, vous quittez le monde, on vous baptise. Et après le baptême, vous avez l'affermissement. C'est après l'affermissement que vous pouvez avoir une responsabilité dans l'église. Mais nous nous retrouvons dans des conditions où quelqu'un quitte les ténèbres à la lumière sans qu'il y ait un lieu de transit et il garde les mêmes habitudes du règne de 18 ans. Et c'est comme ça que le président de la République est en difficulté. Et ce n'était pas à lui de le faire. C'était le responsable de l'Union sacrée qui devait faire ça pour donner au chef de l'État des gens déjà affermis dans la vision du chef de l'État. Et les autres sont dans le pillage du jour au lendemain.
Je ne peux même pas le parler aussi dans le schéma du pillage de l'eau. Très bien. Alors, on va finir. Donc en ce qui me concerne, oui, je peux vous donner le mot de la fin. J'appelle le président de la République. Je peux vous donner un mot de la fin. Oui. Vous-même, vous êtes de quel parti d'abord? Bon, je suis presque indépendant. Ah! Mais j'étais candidat sénateur, je le rapprends. Candidat sénateur indépendant. Donc, quand je vous dis que je suis candidat sénateur indépendant, mais vous dites quoi? On va finir. Oui. On va finir. Oui. Est-ce que vous allez rentrer au Sud Kivu? Oui, déjà, je serai là jeudi. Vous donnez même les jours? Je serai là jeudi et je voudrais que le gouverneur de province le sache. Très bien. Comme vous rentrez ce jeudi au Sud Kivu, précisément à Bukavu, un petit message à la population de Sud Kivu et au gouverneur de province qui vous attend. J'aurais dû commencer par le chef de l'État. Ici? Au respect, oui, au respect du président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je venais auprès de vous, d'abord pour solliciter une audience, mais aussi solliciter un état de siège pour le site Kivu. Cet état de siège permettra à ce que le président de la République puisse lui-même suivre les orientations de sa politique au site Kivu, afin d'empêcher à tous ces vautours politiques qui sont en train de ruiner cette province en se faisant des millionnaires et en laissant cette province pauvre. Le président de l'autre côté, en face du Rwanda, a déclaré la guerre contre la RDC. Bon, il n'a pas déclaré, mais il a parlé d'une probable guerre. Donc, on aurait souhaité que le site Kivu soit en situation d'alerte. Là, vous visez les clans Bahati qui gèrent... Non, non, ce n'est pas les clans Bahati. Vous-même, vous avez dit qu'ils sont nombreux. Nous sommes limités à Bahati parce qu'il y a une menace sérieuse du clan Bahati contre ma vie. Pour avoir dit seulement qu'il faut laisser le gouverneur les mains libres et laisser le gouverneur travailler à la solde du chef de l'État. Donc, nous voulons qu'il y ait un état de siège. Ça permettra à ce que cette province, que la politique ne pèse pas trop sur le pillage, sur la destruction de cette province. Et que le chef de l'État lui-même donne ses grandes orientations pour la gestion de cette province. Parce que quand vous avez un gouverneur qui a des orientations de deux familles politiques, c'est lui qui l'a fait voter et c'est lui dont il représente, c'est vraiment un danger pour ça. Très bien. Et je pouvais mieux l'expliquer, pas seulement ici à l'émission, mais ailleurs. Renforcer les militaires, protéger cet espace parce que le site Kivu a une frontière directe avec le Rwanda. Donc l'état des sièges en ce moment me semble être inévitable pour le site Kivu. Voilà, pour la population qui vous attend. Vous êtes connu là-bas? Très. Pour une petite histoire, je suis le directeur des campagnes du chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, au site Kivu, en 2018. Ah, ok. Oui. Quand on était... avant que Bahati ne vienne. Avant, là, nous avons payé les prix avec cet homme. Je me demande, il n'avait même pas le droit de demander. Il n'avait même rien à demander. Celui qui pouvait demander, c'est vraiment Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe, il est trop calme. Il est trop, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce calme, mais ce que vous lui donnez, vous lui demandez d'aller aux élections primaires, il y va, il gagne. Bon, on ne sait pas, je souhaite au président Vital Kamerhe de ne pas trahir son beau-frère. Vous n'avez pas un petit mot à Bahati Lukwebo? Oui. Un petit message à Bahati Lukwebo aussi? C'est votre frère. Donc, à Vital Kamerhe de rester aux côtés du chef de l'État, il a notre soutien. Non, votre petit message à Bahati Lukwebo. Par rapport à la province et au gouverneur. Non. Jean-Jacques Bouroussi. À Bahati Lukwebo, je voudrais dire à Bahati Lukwebo que la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Un homme politique, on peut le critiquer sans l'insulter sur la place publique. Et nos observations doivent apporter un changement dans son comportement et non un changement dans nos dires. Quand par exemple nous disons que les partis ce n'est pas votre famille seulement, c'est tout le monde, il ne faut pas que nous soyons menacés pour ça. C'est un multimillionnaire. Bahati. Multimillionnaire. Multimillionnaire. On pense que ça suffit et qu'il pouvait mettre ses moyens à la construction, à la reconstruction du site Kivu. Ses moyens personnels? Mais oui.
Quand vous avez 300 maisons, vous dormez dans une chambre, mon frère. Il a plus de 300 maisons? Non, ça c'est vous qui dites. Moi, je donne un exemple. Vous avez plus de 500 maisons. Plus de 500 maisons, ça signifie que vous pouvez avoir 4000 chambres, mais vous dormez dans une chambre. Vous allez faire quoi avec tout ça? Donc, au gouverneur Pouroussi, il est le bienvenu. Il a notre soutien comme gouverneur, mais pas comme membre de l'AFDC. Parce que comme gouverneur, il est le représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a l'obligation de rester dans la vision du chef de l'État. Il a l'obligation de fonctionner selon la volonté du chef de l'État. Je ne vous dirai pas, dans le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucun frère du chef de l'État. Aucun. Non, vous pouvez aller vérifier. Oui, il y a Jacques Tshisekedi qui est le chargé de sécurité. Son frère biologique. Non, ça c'est la sécurité, mon frère. Mais lui, c'est quelqu'un d'autre qui fait sa sécurité. Donc, vous pensez que le chef de l'État n'a pas un frère de sa famille élargie ou restreinte qui peut être directeur de cabinet? C'est son cabinet. Donc pourquoi on ne peut pas être un modèle du chef de l'État? Vous voulez que le chef de l'État vous dise tout. Vous savez que le Christ, en voyant Christ, on apprend beaucoup de choses. Vous savez, moi, je fais mon leadership autour de 5 leaders. Autour de 5 leaders. Et le 5e, c'est Félix Tshisekedi. Donc, je propose à Jean-Jacques Pouroussi de rester dans la ligne du chef de l'État. Et son vice-gouverneur, c'est un Jean-Jacques Elakano, qui connaît très bien le programme du chef de l'État, la vision très bien, on va finir par cette question. Mais à la population, vous voudrez que je parle? Oui, allez-y, à la population. À la population, regardez la caméra. Votre bien-aimé, Kake Boulindi Akilimali, on m'appelle là-bas leader naturel. Donc, je viens à Bukavu, j'ai dit, et je demande à chacun d'être dans son calme profond. Très bien. Donc, alors, il n'y a rien qui peut m'arriver parce que ma famille est à Bukavu et tout le monde là-bas. Très bien. S'il faut être traqué pour la défense de la vision du chef de l'État, donc je préfère l'être. Merci beaucoup. Alors, on va finir très rapidement, en 1 minute. Oui. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a pris une décision qui a demandé à tous les miniers de quitter les sites miniers dans la province du Sud Kivu. Comment avez-vous apprécié la décision? Oui, c'est déjà une proposition. Il y a dans ces décisions qui sont sorties hier, on avait déjà fait beaucoup de propositions. Parce que je vous ai dit, si j'étais candidat sénateur et l'élection sénatoriale s'est passée concomitamment avec l'élection de gouverneur. Et on a fait trop de communication parce que moi j'aime souvent communiquer. Donc on avait fait cette proposition, on a fait la proposition de la réforme. Donc vous saluez la décision du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi? Oui, je la salue. Je la salue pourvu que ça paye. Pourvu que ça paye. Parce que vous pouvez suspendre l'exploitation minière. Certains miniers. Vous demandez à tout le monde de sortir pour chercher votre part aussi. Ah, ça, oui, parce que quand vous arrivez, vous trouvez toutes les maisons sont occupées. Vous pouvez dire d'abord tous ceux qui sont dans ces maisons, libérez les maisons. Pour que je vienne occuper. mais c'est ça. On va suivre de près. Merci beaucoup, monsieur Kake Boulindi Akilimani. Oui, voilà. Donc, merci. Je pense que c'est comme ça. Non, vraiment, c'est à moi peut-être de vous remercier. Je dois dire ici que votre chaîne, vraiment, c'est une chaîne du peuple. Vous faites parler les voix de ceux-là qui sont loin, ceux-là qui veulent nous écouter parler. Vous pouvez nous donner ces opportunités. Et je sens que dans vous, il y a d'abord le souci de laisser les gens parler. Parce que, enfin, franchement, je ne vous flatte pas. Même certains de grandes chaînes que nous avons ici à Kinshasa, même si c'est pour l'intérêt de la nation, même si c'est pour une matière que vous connaissez, vous voulez parler pour l'intérêt de la nation, on ne vous l'accorde pas sans avoir donné l'argent. Mais le fait pour nous d'être ici gratuitement chez vous, c'est vraiment une grande contribution pour le salut de ces pays. Considérez-vous comme l'un de ceux-là qui... Vous n'allez pas me traiter d'héros vivants comme Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi reste de l'héros vivant, bon, les autres on va voir comment les gens vont apprécier ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur Kake Boulindi Akilimani, notre invité de ce jour. Merci d'avoir répondu
à nos questions. Nous allons nous fixer un autre rendez-vous à votre retour. Oui. Nous espérons que vous n'aurez pas d'ennui, hein, cher gouverneur. Laissez les gens s'exprimer, vous critiquer. Cela vous aidera à changer beaucoup de choses dans la gouvernance de votre province. C'est une province riche en termes de l'or. Nous voudrions bien que la gouvernance soit transparente pour que ça rapporte de l'argent au niveau du trésor public. Et nous resterons là en train de le surveiller. Il ne va pas nous empêcher de le faire. Très bien. Quand il fait du bien, c'est comme vous avez dit tout de suite. Là, la décision de tout à l'heure a été saluée, bon. pourvu que ça produise des résultats escomptés. Parce que je connais un monsieur, qui est dans l'exploitation de l'or au service de son patron. Au service de son patron. Et c'est parmi le grand messieurs qui, entre guillemets, ont des soucis dans ce domaine. Très bien. Merci beaucoup, M. Kake Boulindi Akilimani. Derrick Loukeba était à la réalisation. Je suis Patrick Lokala. Vous allez être servi parce que les extraits de cette émission seront largement partagés sur mes réseaux sociaux. Je suis Patrick Lokala sur Twitter, actuellement X. Je suis Patrick Lokala sur TikTok. Je suis également Patrick Lokala sur Facebook. Vous retrouverez les extraits de toutes ces vous retrouverez les extraits de cette émission sur mes réseaux sociaux, sur mes comptes officiels. Et je vous prie de les partager largement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez apprécié, dites merci à Derrick Loukeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala, comme je vous l'ai dit. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.